Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. C'est pas un nom qui vous est familier, n'est-ce pas? Et si ça l'est, vous vous demandez certainement pourquoi je fais une vidéo sur un simple soldat qui faisait simplement son boulot à représenter la France dans la rébellion américaine. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. Ce n'était pas juste un simple soldat, écoutez, il y avait une raison pour laquelle plus de 600 lieux en Amérique portent son nom. Il y a une raison pour laquelle on le surnomme le héros des deux mondes. Il y a une raison pour laquelle il a reçu à titre posthume le rang de citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique. Un privilège exceptionnel accordé à seulement 7 personnes en tout. Alors qu'a-t-il donc bien fait pour être si populaire outre-Atlantique? Ensemble, nous allons le découvrir. On va se concentrer uniquement dans son rôle dans la rébellion américaine. Mais il faut savoir que Lafayette a fait bien plus, notamment dans l'histoire de notre pays avec la Révolution française. Avant tout, une rapide remise dans le contexte historique s'impose pour toutes les personnes qui n'écouteraient pas en histoire. Et c'est pas bien, Jimmy. Vous inquiétez pas, je vais faire ça vite, mais si jamais ça vous saoule, appuyez ici. Les premiers à avoir découvert le continent américain sont en fait les Vikings vers l'an 1000 environ. Mais il faudra attendre 500 ans plus tard avec Christophe Colomb qui en 1492, alors qu'il cherchait une nouvelle route pour aller vers l'Inde un petit peu plus rapide, fait découvrir à toute l'Europe le nouveau continent, le nouveau monde, en atterrissant dans les Caraïbes. Et à partir de là, ce fut une course aux ressources. Les Français, les Espagnols, les Portugais, tout le monde en fait cherchait à prendre son petit bout de territoire de gauche à droite. Ouais, mais on habite ici, nous. Ouais, et on s'en bat les couilles. Et c'est que vers la fin du XVIe siècle que les Anglais se sont enfin dit faudrait peut-être qu'on se bouge un peu le cul, non? Et ils sont partis à la conquête du nouveau monde. Plusieurs tentatives échouèrent et c'est enfin Raleigh, je suis pas sûr de la prononciation. Enfin bref, c'est ce bonhomme qui en 1584 a fondé la première colonie anglaise, Virginie, qui porte son nom de la reine Élisabeth, dite la Vierge. Ouais, mais contrairement à vous, elle, c'était par choix. La colonisation commence en fait vraiment sous le règne de Jacques Ier, avec plein de marchands un petit peu aventuriers qui vont partir coloniser l'Amérique. Plus tard, en 1620, ce sera les fameux pèlerins qui vont fuir les répressions religieuses qu'ils subissaient en Angleterre à bord du Mayflower et qui iront aux États-Unis. Ils ont fait partie du premier groupe de colons et ce sont les plus connus. C'est pas tout, on pourrait même parler du Capitaine Smith et Pocahontas. Oui, ils ont existé. Elle n'avait que 12 ans. Mais on n'a pas vraiment le temps. Blablabla, boum, 13 colonies anglaises sont fondées. L'horrible guerre de 7 ans fait alors rage en Europe, mais également dans le Nouveau Monde. Celle-ci permettra aux Anglais d'être les maîtres du Nouveau Monde. Tous leurs ennemis sont anéantis, ce qui provoquera un excès de confiance auprès des Anglais et qui poussera Londres certainement à réduire petit à petit toutes les libertés des colons. Plus de taxes, plus d'impôts, parce que la guerre elle a coûté bon bec mon gars. Plus d'interdictions, de réglementations, de répression. Bref, les colons ont vraiment le sentiment de se faire priver de toutes leurs libertés, ce qu'ils n'apprécient guère. Ça commence par des petites protestations, des boycotts, puis ça passe aux émeutes. En 1775, les 13 colonies s'unissent. Et un an plus tard, ils signent leur déclaration d'indépendance. La guerre est déclarée. Et paf, presque 800 ans d'histoire en un peu plus d'une minute. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors laissez-moi vous épaisser ça comme un match de catch, les gars. D'un côté du ring, vous avez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, la nation la plus puissante de l'époque. Un empire si grand que le soleil ne s'y couche jamais. Une armée crainte par les plus grands. L'une des plus dominatrices de l'histoire. Et de l'autre, vous avez des petits colons qui savent à peine se battre. Mais ils possèdent une chose, un rêve et une détermination hors du commun. Et le résultat de cet affrontement sera encore plus surprenant que la défaite de Taker à WrestleMania. Et bon, les futurs Américains n'étaient pas vraiment seuls. Une défaite anglaise serait carrément humiliante, surtout face à une bande de colons. Dès qu'il y a moyen de faire chier les roast beef, les Français sont toujours dans le coup. Et c'est là qu'intervient Marie-Joseph Paul Yves Roche, Gilbert Dumotier, alias Lafayette. On va se contenter de dire Lafayette. À seulement 19 ans, alors qu'il ne parle pas un seul mot d'anglais et qu'il n'a presque aucune expérience militaire, le jeune homme issu d'une noble famille d'Auvergne décide d'armer le navire La Victoire pour partir aux États-Unis, malgré le fait que sa famille et le roi de France lui-même le lui ont interdit. Cette décision est d'autant plus incroyable vu qu'il était noble. Il aurait pu très bien gravir les échelons dans l'armée française et avoir une brillante carrière. Alors pourquoi prendre un tel risque? Eh bien Lafayette croyait en la destinée. Il avait l'ambition d'atteindre la gloire. Et cette révolution, c'était le moment opportun pour le faire. Et en plus de cela, c'est surtout qu'il admirait le peuple américain. Il avait beau être noble, il était vraiment attaché aux idées de liberté. Il y croyait fortement. Il arriva à Philadelphie, qui était un petit peu la capitale américaine de l'époque, et se présenta devant le Congrès en 1777, et il fut refusé. En effet, le Congrès était très sceptique de tous ces officiers étrangers qui venaient aux États-Unis et il doutait vraiment de leur engagement. Mais Lafayette ne s'est pas découragé. Son ami Benjamin Franklin lui-même écrivit une lettre au Congrès pour promouvoir le jeune Français. Un tel soutien fit vite changer le Congrès d'avis. Il sentait rapidement que son engagement était sincère et qu'il croyait en la cause américaine. D'ailleurs, l'un des rares étrangers qui n'avait absolument rien à y gagner. Il rencontra rapidement George Washington et ces deux-là devinrent très rapidement très proches. Tard, le premier président américain deviendra même le parrain de son fils, qui s'appelait d'ailleurs George Washington Lafayette. En fait, les autres Européens pétaient souvent un petit peu plus haut que leur cul et étaient du genre à dire « Oh les mecs, les mioches là, hein, nous on a fait la guerre, on sait ce que c'est, vous écoutez, on vous apprend, ok ?» Lafayette affirma directement à George Washington qu'il était là pour apprendre, non pas pour enseigner.
partir de là, le courant était très vite passé entre les deux. Les deux hommes s'admiraient beaucoup et d'ailleurs Lafayette le considérait comme son père adoptif. On faisait alors de plus en plus confiance aux jeunes Français et quiconque doutait de sa loyauté avait qu'à voir ce qu'il faisait au combat. Lors de son premier combat, la bataille de Brandywine, il montra tout son courage. Alors que les troupes américaines étaient complètement paniquées et fuyaient comme ils le pouvaient, Lafayette fonça dans la zone la plus dangereuse du combat et se lança littéralement sur ses soldats, réussissant à les regrouper et à leur faire une retraite organisée pour éviter de perdre plus d'hommes. Et ce ne fut pas sans aucun dégât. En effet, Lafayette prit une balle dans la jambe dans l'opération et fut gravement blessé. Mais Lafayette continua quand même le combat jusqu'au bout, refusant de se faire escorter et de se faire soigner avant que tous ses soldats soient en sécurité. Les Américains ont finalement perdu cette bataille et par la même occasion la ville de Philadelphie. Pendant sa convalescence, Lafayette a envoyé pas mal de lettres en France pour soutenir la cause américaine. C'est entre autres grâce à cela que le roi français a reconnu les USA comme une nation libre et indépendante et qu'il leur envoya son soutien. Mais bon, faut pas se leurrer, ce que voulaient surtout les Français c'était affaiblir les Anglais, la cause américaine. Le 1er décembre 1777, Washington donna à Lafayette le commandement du régiment de la Virginie. Une tâche de taille prouvant encore une fois la confiance qu'il avait en Lafayette. Mais celui-ci lui rendra vite l'appareil. En effet, le moral des troupes américaines baissait énormément pendant cet hiver et beaucoup ont commencé à perdre leur foi en Washington. C'est alors qu'eut lieu le cabal de Conway. Certains membres du Congrès ont commencé à comploter contre lui et cette conspiration échoua. Cependant, ils tentèrent d'enrôler notamment Lafayette dans leur cause et celui-ci refusa, montrant encore une fois toute sa loyauté envers Washington. La relation entre les deux hommes n'en fit que renforcer. Lafayette était vraiment le symbole de l'amitié franco-américaine et il devint vite alors une cible pour les Anglais car en le capturant, eh bien, ils avaient beaucoup à gagner. Le héros des deux mondes s'est installé sur une petite montagne, la montagne de Barron Hill. C'est à cet endroit précis que le général anglais William Howe tenta de le récupérer. Et il n'y est pas allé de main morte. 8000 hommes furent envoyés. Et c'est à ce moment que Lafayette prouva tout son génie militaire. Il n'avait pas assez de troupes pour se défendre, il était complètement encerclé, il était piégé. Ça semblait impossible de s'en tirer. Dumotier garda son sang-froid, il se plaça dans la forêt la plus proche et fit semblant qu'il allait combattre. Il envoya tout plein de petites escouades de 2-3 hommes sortir des bois, tirer sur les Anglais, se replier dans les bois et repartir pour donner aux Anglais l'impression qu'ils étaient en fait beaucoup plus nombreux que cela. Et ça marcha à merveille. Les Anglais pensaient alors s'être trompés qu'il y avait beaucoup plus d'Américains que prévu. Ils décidèrent alors de se retirer un petit peu et de les attendre à la sortie de la forêt pour préparer l'engagement. Cette illusion marcha donc à merveille et permit à Lafayette de vite partir pendant que les Anglais attendaient comme des boulets à la sortie de la forêt et de s'enfuir. Les Anglais ont vraiment rien compris au Schmidt-Big. Je veux dire, ils ont attendu comme des boulets, ils continuaient à tirer et puis à un moment ils se sont dit bon on va avancer. Et en fait, vu qu'il y avait deux forces, vu qu'ils voulaient encercler Lafayette, les deux forces se sont retrouvées face à face et ils ont commencé à s'entretuer. Et à un moment, ils se sont dit, mince, ils sont rouges en face. En fait, c'est nos hommes. Mais il est où Lafayette? Eh ben, il est déjà très loin. Contrairement à beaucoup de généraux, Lafayette avait vite compris qu'il ne pouvait pas faire d'affrontements traditionnels. On ne pouvait pas faire des guerres conventionnelles comme on les faisait en Europe face aux Anglais. Ils étaient beaucoup trop puissants. Et c'est ça qui faisait tout son génie. Il avait l'art d'écouter ses hommes. Et en écoutant ces simples fermiers qui n'y connaissaient rien à la guerre, il a vite compris que c'était perdu d'avance si on s'en prenait comme en Europe. Il a donc su innover et trouver de nouvelles tactiques militaires. Cet aspect était vraiment rare. En effet, les Français commencèrent à vraiment jouer un énorme rôle. Ils apportaient des munitions, des troupes, mais surtout ils faisaient des blocus maritimes. Cela permit aux Américains de reprendre Philadelphie. Ils avaient vraiment l'opportunité de gagner la guerre. D'ailleurs, Lafayette le sentait, il fallait agir, mais certains généraux, comme Lee par exemple, pensaient qu'il était beaucoup plus sage d'attendre et de faire ça de manière conventionnelle, encore une fois. Au final, Washington a décidé de contenter tous ses généraux en faisant un petit peu un mix des deux et ça n'a pas bien marché. Ils avaient tort, ils auraient dû agir. Ils auraient pu gagner la guerre à ce moment-là. Comme vous le voyez, certains généraux manquaient l'imagination qu'avait par exemple Lafayette pour gagner une telle guerre. Washington envoya alors Lafayette en France pour négocier avec les Français et eut un très grand rôle dans ces échanges franco-américains. Lafayette savait vraiment s'y faire. C'était certainement l'un des meilleurs diplomates que pouvait avoir Washington et il a réussi à vraiment obtenir le soutien des Français qui était si précieux aux Américains. Il servait également de traducteur lorsque certains généraux français venaient rencontrer Washington. Le conflit a évolué. Les Anglais ont perdu pas mal de batailles, ils sont affaiblis et il y a une nouvelle opportunité qui s'offre aux troupes américaine. Lafayette fut envoyé en Virginie pour la saisir. Lafayette a su encore une fois innover dans ses tactiques. En effet, on peut retrouver des techniques qu'on utilise aujourd'hui dans les guerres modernes. Il lançait des petites embuscades à gauche à droite, jouait vraiment sur l'aspect psychologique de la guerre du jamais vu à l'époque. Les Anglais avaient la force, Lafayette la rapidité, et ils savaient l'utiliser à merveille. Les Anglais étaient terrorisés, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Cela frustra pas mal le général anglais Cornwallis qui devient obsédé à l'idée de choper Lafayette et encore une fois il n'y arrivera jamais. Cornwallis arrivera enfin à la ville de Yorktown et c'est ici qu'il se retrancha. C'était également ici que se déroulera la bataille la plus déterminante de la guerre. Lafayette se contenta alors d'attendre et de le maintenir simplement dans cette ville. Cornwallis voulait en fait s'enfuir par la mer, persuadé que la flotte anglaise serait là pour le récupérer. Et c'est à ce moment que Washington décida de tout miser sur cette bataille de Yorktown. La flotte française s'occupa de détruire la flotte britannique, empêchant ainsi Cornwallis de s'échapper par la mer. Celui-ci était donc pris au piège entre l'océan et les troupes américaines. Il était piégé et il devait faire face à plus de 20 000 Américains. Le siège de Yorktown s'arrêta avec la capitulation de Cornwallis en 1781. Peu de temps après,
la guerre était terminée. Les Américains avaient obtenu leur indépendance. Lafayette est mort en 1834 à Paris et c'est ainsi que s'achève sa magnifique vie. À seulement 20 ans, Lafayette fut l'un des meilleurs hommes de Washington, le plus innovateur, le plus imaginatif, le plus brillant certes. Sans Lafayette, l'alliance franco-américaine aurait certainement été beaucoup plus dure à mettre en place et peut-être que la guerre aurait pris une toute nouvelle tour. J'espère vous en avoir un petit peu plus appris aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ici. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était VDF, bye. Vous utilisez certainement le moteur de recherche Google tous les jours, mais savez-vous comment il fonctionne? Comment est-ce qu'en une fraction de seconde, des millions de pages vous sont renvoyées? Et comment est-ce qu'un foutu robot arrive à savoir exactement ce que vous voulez? Accordez-moi 5 minutes et vous le saurez.